Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et du développement durable en République démocratique du Congo. Vers la signature d'un accord de coopération entre la RDC et le groupe australien FFI pour la production de l'hydrogène vert à partir du projet Grand Inga. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a encouragé la réalisation de ces projets qui rentrent dans le cadre de la transition énergétique. Éduquer un enfant sur la protection de l'environnement, c'est s'assurer d'un avenir meilleur, comme le font déjà les responsables de l'école chrétienne internationale de Kinshasa. Les développements de la RDC passent également par la fourniture de l'électricité, mieux de l'énergie propre. La CORAP et le CODED tiennent mordicus à l'électrification de Kinshasa et de la RDC tout entière. Mesdames et messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Chaque 31 mai de l'année, l'univers entier célèbre la journée mondiale sans tabac. Pour cette édition 2022, les thèmes retenus est les tabacs, une menace pour l'environnement. Cette thématique vise à mettre en évidence l'impact environnemental de l'ensemble du cycle du tabac, depuis sa culture, la production, la distribution jusqu'aux déchets toxiques qu'il génère. Cette journée a vu le jour depuis 1988 par Organisation mondiale de la santé, le but étant de sensibiliser et mettre en lumière les risques que le tabac cause à la santé et enfin accompagner les fumeurs dans leur sévrage. Une occasion pour la directrice générale de l'OMS d'exhorter les dirigeants africains d'imposer les taxes environnementales sur les tabacs dans toutes ces chaînes de valeur d'approvisionnement, notamment de la production, la distribution et la vente de ces produits pour soutenir l'application de droits, axes et d'autres mesures financières. Transition énergétique dans le monde, la RDC est bien placée pour être la solution dans ces processus, les pays étant dotés d'immenses ressources naturelles et surtout minières qui vont contribuer à cette migration. La RDC et le groupe australien FFI sont en voie de signer un accord de coopération pour la production de l'hydrogène vert à partir du projet Grand Inga. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a encouragé la réalisation de ce projet. C'était le lundi 30 mai 2022 en son cabinet de travail. Commentaire signé Rit Kambaji. Transition énergétique dans le monde, la RDC est bien placée pour assurer les processus. Elle dispose des atouts pour cette fin. Voilà pourquoi le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde encourage la signature d'un accord de coopération avec le groupe australien FFI pour la production de l'hydrogène vert à partir du projet Grand Inga. Raison de la réception lundi 30 mai 2022 à la primature d'une délégation du groupe australien FFI venue lui présenter les rapports sur l'état d'avancement du projet en RDC en vue de la signature d'un accord de coopération pour la production de l'hydrogène vert à partir du projet Grand Inga dans le cadre de la transition énergétique. Évoluant dans les mines en Australie, FFI veut se lancer en RDC principalement dans la production de l'hydrogène vert, un produit adapté pour la transition énergétique, la production de l'ammoniac vert et les traitements des métaux verts pour la consommation locale et pour l'exportation. Il compte produire 70 MW d'énergie verte au total, soit 15 MW du barrage de Pioka, 15 MW du barrage de Matadi et 40 du Grand Inga. Fortescue Future Industries is very committed to the Democratic Republic of Congo. FFI est très engagé à la République démocratique du Congo et le développement de ce projet. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et il a donné son accord et son support total à ce projet. Et c'est une chose importante de pouvoir avancer avec l'accord et l'appui de son Excellence Monsieur le Premier ministre et son gouvernement et son cabinet. Les études avancent très très bien. Nous avons une très grande équipe ici d'excellents techniciens qui sont en train de travailler aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects sociaux. C'est très important pour nous, au-delà de faire le projet, de nous assurer que les communautés se développent correctement. L'éducation, la santé, mais également la saisie des opportunités. Nous remercions énormément le gouvernement congolais, le chef de l'État et toutes les autorités congolaises et la population congolaise de nous avoir accueillis pour la réalisation de ce grand projet. Notre projet est un projet de construction non seulement d'infrastructures de production d'électricité, mais également de transformation de cette énergie. Et cette énergie propre que nous allons produire va produire également de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert.
En fait, cet hydrogène vert et cet ammoniac pourront être utilisés en partie ici et une grande partie pourra être également exportée. En fait, en réalité, nous sommes ici sur ce que deviendra le plus grand hub mondial de l'énergie verte. Le sort du monde entier est en train de se jouer en République démocratique du Congo. Et en même temps que nous créons ce grand projet, il est très important que nous nous assurions que les communautés, les populations congolaises bénéficient sérieusement des opportunités qui seront créées aussi bien au niveau de la formation, de l'éducation, mais également des opportunités en termes d'entreprises qui peuvent saisir des contrats. Aussitôt l'addendum sur les contrats signés, le rythme des travaux va s'accélérer pour être en mesure de faire du développement au bénéfice de tous, rassure le staff des FFI. Tout en gardant le leadership du projet Grand Inga qui englobe Inga 3 et pèse plus de 40 milliards de dollars américains, FFI reste ouvert aux autres partenaires qui peuvent respecter le même principe que lui, c'est-à-dire travailler avec intégrité et employer des Congolais et ne pas amener des ouvriers des autres pays, former les Congolais et respecter les lois du pays. Il s'y est de souligner que l'Australien a déjà mené les études préliminaires pour près de 25 millions de dollars américains. Il a déjà des bureaux à Kinshasa où son staff dirigeant effectue son 44e déplacement avant de signer les contrats. FFI est un groupe australien qui fait partie des FMG. Il justifie des grandes capacités financières suffisantes pour financer n'importe quel projet. Citibank, qui en a fait la due diligence, l'atteste, affirmant au gouvernement congolais que FFI reste son premier client en Australie. Ainsi, je vous le disais dans les sommaires, l'éducation environnementale est une condition sine qua non pour prétendre à un environnement sain. Et les enfants sont l'une des catégories sur laquelle il faut miser pour cette fin. Les responsables de l'école chrétienne internationale de Kinshasa l'ont compris pour organiser une projection sur les méfaits des bouteilles plastiques et l'importance du recyclage. Déjà ancrés dans le recyclage, la société Okeplast, à travers le projet Kintoko, a été mise à contribution pour une projection sur le processus du recyclage de bouteilles plastiques. Reportage signé Christian Kenina. Ils sont tout petits, ces élèves de l'école chrétienne internationale de Kinshasa. Mais grâce à la vision des responsables de l'école sur les questions environnementales, ils ont déjà toute l'envie pour en savoir plus. Raison de l'organisation de cette cérémonie, marquée par des projections de films sur l'éducation environnementale en faveur des enfants qui ont suivi religieusement ces enseignements pour contribuer à la protection de leur environnement immédiat et ainsi apporter l'information aux autres enfants. J'ai retenu qu'il ne faut pas polluer la nature parce que quand on pollue la nature, ça ne nous met pas en sécurité ainsi qu'à les autres. Donc ça peut causer des maladies et alors pour ça, j'aimerais qu'on puisse, ensemble, nous puissions recycler les déchets pour ne pas tomber malade comme les autres, ils sont malades. Alors pour ça, on doit recycler des déchets comme les pots de banane, des bouteilles d'eau. Pour ça, si on le fait, ça sera bien. Je veux leur conseiller de ne pas jeter les déchets n'importe où, de réutiliser et réduire la pollution de la terre. Je veux leur informer qu'il faut jeter les déchets à la poubelle, soit les recycler. Ça va nous amener à éviter la destruction de la terre. Ça va nous amener à assainir notre environnement, à nous protéger, à protéger la terre, les animaux et tout le reste. La promotrice et directrice de l'école, Elisabeth Fataki, a souligné que cette cérémonie avait son pesant d'or car les enfants doivent être éduqués dès leur jeune âge pour accueillir les notions liées à la protection de l'environnement et au recyclage des déchets, particulièrement les bouteilles plastiques. Nous sommes d'abord une école chrétienne et nous tenons à ce que nos enfants adoptent des comportements qui demain feront d'eux des citoyens dignes de notre pays. Alors pour ça, nous savons que Dieu a créé la terre et nous a donné la responsabilité d'y veiller en tant que créature de l'Éternel. Alors nous avons le devoir de veiller sur notre planète, nous avons le devoir de veiller sur tout ce qui nous entoure parce que Dieu nous a donné cette responsabilité. Alors c'est ce que nous avions voulu inculquer aux enfants, leur dire que nous devons protéger la nature, nous devons protéger cette terre qui nous donne tant et nous devons lui donner en retour parce que nous devons protéger cette nature pour les générations qui viennent. Donc nous voulons cultiver en eux, nous avions ce souci-là que nos enfants apprennent à ramasser, à recycler
et pour enfin sauver cette planète qui est en train d'être détruite. L'essentiel pour nous, c'est que l'enfant soit sensibilisé, que l'enfant comprenne pourquoi recycler, pourquoi ne pas jeter dans la nature, pourquoi ne pas détruire cette nature, cette terre qui nous est vraiment chère. L'éducation environnementale est une voie pour la RDC d'apprendre à tous et à chacun les notions liées à la protection, promotion et préservation de l'environnement. Ce qui permettra de vivre dans un environnement sain, conformément à la Constitution de la République, à son article 53 qui stipule, je cite, « Toute personne a droit de vivre dans un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ». Fin de citation. L'école chrétienne internationale de Kinshasa a prêché par l'exemple aux autres écoles de faire aussi de même. Vous avez compris que les enfants doivent bénéficier de l'éducation environnementale dès leur bas âge, car ils vont non seulement garder les enseignements, mais ils peuvent également les transmettre à leurs amis. Voilà pourquoi les enseignements qui concernent l'environnement doivent être intégrés dans les programmes scolaires congolais, même à partir de l'école primaire. Du 25 au 27 mai 2022, au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa, a vibré sous les rythmes de l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté. Organisé par le gouvernement de la République par le biais du ministère des Affaires foncières sous la conduite d'Aimé Sakombi Molendo avec l'appui de la Commission nationale de la réforme CONAREF ainsi que d'autres partenaires œuvrant dans le secteur de l'environnement. Pendant les 3 jours des travaux, les experts ont réfléchi sur les voies et moyens pour adopter collégialement une feuille de route au bénéfice de la population congolaise. Je vous propose de suivre ces reportages signés Landry Niang-Glostine. Ils ont répondu présent à l'invitation de la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF. Ces experts du ministère des Affaires foncières et leurs partenaires du secteur de l'agriculture, de la justice et de l'environnement venus de toutes les provinces de la RDC. Ils sont à Kinshasa pour la poursuite des travaux suspendus en 2018 à Bukavu sur les processus de validation de l'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté en vue de réformer les secteurs fonciers congolais. Aimé Molendo Sakombi, ministre des tutelles, qui a procédé au lancement de cet atelier de 3 jours, s'est réjoui du travail abattu par toutes les parties prenantes à ces processus, ainsi que l'accompagnement des bailleurs de fonds qui aboutira aux résultats escomptés, et c'est avant d'évoquer les prochaines étapes de ces processus de la réforme des lois foncières au profit de la population. Les prochaines étapes, je crois qu'il y aura une retraite à partir de la semaine prochaine, une retraite de réécriture avec des experts seniors. Il ne faut pas oublier aussi les éléments liés à la numérisation qui doivent donc être versés dans cet avant-projet de loi pour que tout soit en adéquation avec les standards internationaux. Et ensuite, nous aurons un comité de pilotage, je crois que c'est le 10 juin, si je ne me trompe. Et à l'issue de ce comité de pilotage, nous allons transmettre donc cet avant-projet de loi au gouvernement pour avoir l'aval pour l'envoyer au Parlement. Plusieurs innovations sont contenues dans cette réforme, dont le rôle de l'administration dans ces processus est des plus pertinents, pour lesquels le coordonnateur de la CONAREF et le secrétaire général aux affaires foncières ont tour à tour passé en revue. Il y a beaucoup d'innovations qu'on ne peut pas citer ici, mais les principales, quelques innovations phares. Nous avons d'abord réaffirmé le principe que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Nous travaillons sur base de ce principe. Et nous avons aussi, parmi les principales innovations, désormais, si le projet de loi est adopté, les conservateurs des titres immobiliers, les chefs de division du cadastre, ainsi que leurs collaborateurs seront maintenant tenus pénalement responsables et civilement d'ailleurs des actes qu'ils commettent, puisqu'avant, c'est l'État qui était responsable de leurs actes. Pour le moment, parmi les principales innovations, il y a évidemment la sécurisation des terres des communautés locales.
Ça va entraîner la revue légale des concessions foncières pour pouvoir aussi réattribuer les terres, certaines terres aux petits paysans. Et donc, nous organisons l'accès des petits paysans à la terre. Parmi les principales innovations, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a le certificat d'enregistrement qui ne sera plus le seul titre pour pouvoir accéder à la propriété. On va aussi reconnaître les titres qu'on appelle les titres précaires. Vous savez que 80% de nos populations ont des titres précaires, notamment les livrets des logeurs, les certificats coutumiers. On va reconnaître aussi un certain nombre de titres. Il y a beaucoup d'innovations. Je pense que c'est à l'issue de cet atelier qu'on pourra vous donner en synthèse les innovations phares qui auront été adoptées. Avec le premier praticien par rapport à la loi, c'est l'administration foncière. Donc il va falloir que nous tous, qu'on se mette à l'émission pour qu'on arrive à d'abord vulgariser cette loi, parce qu'il faut qu'elle soit connue immédiatement dès qu'elle sera votée par le Parlement. Mais aussi, il faut aussi reconnaître que le ministre actuel s'est tellement impliqué que l'administration ne peut que suivre. Ce que le gouvernement veut, c'est ce que l'administration fait. Et donc, nous sommes derrière cette loi avec toutes les innovations qui sont venues même de l'administration. Parce que les consultations ont commencé par et dans l'administration. Et puis, il nous appartiendra maintenant de nous approprier cette nouvelle loi pour la bonne pratique. Elles étaient également présentes les femmes militantes pour la cause de la femme et de l'environnement, membres de la coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED. Dorothée Lisenga, en sa qualité de coordonnatrice nationale de cette organisation d'appui à la démocratie en matière environnementale, n'a pas caché sa satisfaction pour la tenue de ces processus qui leur permet de faire attendre leur voix et tenir compte de leurs desiderata pour la cause de la femme qui autrefois était marginalisée en matière de la terre. Le ministre n'a fait que présenter un processus qui a commencé depuis 2012. Et le processus de la réforme foncière, c'est que le public congolais, si vous leur posez la question aujourd'hui, vous dites c'est la loi Bakajika. Et immédiatement, ils vont répondre avec un article, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. C'est cette loi-là de 1973 qui a connu la réforme et nous continuons et qui est en train d'être retouché. Nous avons travaillé d'abord avec ça. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Des structures. Moi, je suis de la société civile et il y a eu un groupe de travail de la société civile dénommé CACO. CACO, c'est un groupe de la société civile pour la réforme foncière. Et dans CACO, nous avons posé les jalons de la participation de la femme dans la réforme et surtout les questions qui concernent l'accès de la femme à la tenue foncière et forestière en RDC. La clôture de cet atelier qui interviendra le 27 mai 2022 devra valider les recommandations des travaux par les participants en vue de l'élaboration d'une feuille de route commune avant son renvoi au Parlement pour validation. Énergie, la problématique d'accès à l'électricité en République démocratique du Congo reste très préoccupante et pourtant les pays regorgent d'énormes potentialités énergétiques. L'accès à l'électricité demeure un casse-tête pour le Quinois en particulier et le Congolais en général. D'où la présentation des rapports diagnostiques du secteur de l'énergie dans la ville de Kinshasa lors d'une table ronde sur les secteurs de l'énergie par deux organisations, notamment les Centres congolais du droit de développement durable CODED et la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes de l'action publique CORAP. C'était le jeudi 26 mai 2022 au CEPAS dans la commune de la Gombe. Objectif, présenter les résultats de l'étude des diagnostics du secteur de l'énergie dans la ville-province de Kinshasa, recueillir les avis et observations des participants pour la finalisation du rapport diagnostic et enfin créer un cadre de réflexion sur les développements du secteur de l'énergie dans la ville de Kinshasa. Myriel Maké-Seloutina et Christian Kenina nous signent ces reportages.
La coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP et les Centres congolais pour les droits du développement durable et CODED se sont engagés à mener une étude diagnostique sur la situation énergétique de la ville-province de Kinshasa pour évaluer les niveaux de la demande en énergie électrique petites et moyennes entreprises PME, identifier les sites potentiels en hydroélectricité, biomasse, solaire, puis inventorier les centrales électriques existantes publiques ou privées, les lignes de transport et les réseaux de distribution de l'énergie électrique. La ville de Kinshasa connaît un déficit d'en 850 MW, selon les statistiques sur un total de 1300 MW dont la ville a besoin. Nous sommes en train de livrer une étude diagnostique qui a été faite sur les secteurs de l'énergie dans la ville de Kinshasa. Le but, c'est de faire un peu un état des lieux de la situation énergétique, à la fois d'un point de vue institutionnel, mais aussi d'un point de vue opérationnel, pour savoir si la ville de Kinshasa, en tant que province, est bien organisée depuis la libéralisation du secteur dans son fonctionnement pour améliorer le secteur de l'énergie. Quelles sont donc les raisons de ces déficits? Car sans énergie, un pays ne peut pas se développer. L'idée, c'était de comprendre comment la ville de Kinshasa est fournie en électricité, quel est le déficit que connaît la ville de Kinshasa. Nous avons dit dans la salle qu'elle est autour de 850 MW, suivant les statistiques que nous avons. Si nous serons corrigés, tant mieux. Et 850 MW sur un total d'au moins 1300 MW dont la ville a besoin pour que nous ne puissions plus avoir de problèmes de délestage, problèmes de coupure, de FEDER, et tout ce que vous connaissez comme problème au niveau de la ville de Kinshasa. Pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui manque à ces secteurs pour booster le développement de la RDC de façon générale, parce que comme vous le savez, sans énergie, un pays ne peut pas se développer, et à combien plus forte raison dans une ville comme Kinshasa. L'idée, c'était de comprendre comment la ville de Kinshasa est fournie en électricité, quel est le déficit que connaît la ville de Kinshasa. Nous avons dit dans la salle qu'elle est autour de 850 MW, suivant les statistiques que nous avons. Si nous serons corrigés, tant mieux. Et 850 MW sur un total d'au moins 1300 MW dont la ville a besoin pour que nous ne puissions plus avoir de problèmes de délestage, problèmes de coupure, de FEDER, et tout ce que vous connaissez comme problème au niveau de la ville de Kinshasa. Et aussi savoir si ces déficits-là de 850 MW existent, quelle en est la raison? Parce que Inga 1 et 2 produisent suffisamment. Zongo 1 et 2 produisent suffisamment, et Sanga aussi. Donc, c'est à voir toutes les questions qui interviennent pour nous mettre dans une situation de précarité énergétique telle que nous vivons actuellement. Comment elles peuvent être résolues à long terme. Mais pour qu'elles soient mieux résolues, il faut que nous puissions maîtriser les données statistiques sur la fourniture en énergie au niveau non seulement domestique, mais aussi au niveau de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Les statistiques renseignent que plus de 90% des populations congolaises n'ont pas accès à l'électricité, et cela avec beaucoup d'impact sur la vie des ménages congolais. Kinshasa, capitale politique de la RDC, se trouve bien positionnée parmi les provinces qui ont une grande part d'accès à l'électricité. Malgré cela, la situation d'accès aux services d'électrification dans les ménages se voit dégradée chaque jour à cause de beaucoup de problèmes, notamment liés à la gouvernance, à l'absence d'une politique de renforcement des capacités des animateurs des institutions dans la ville pour l'application de la loi qui consacre la libéralisation du secteur. Quand on parle du déficit, justement, on voit les ménages et on voit les besoins en industrie. Donc c'est l'ensemble de tout ce besoin qui fait que, n'est-ce pas, le déficit aujourd'hui est autour de 850. On a essayé sur base des données tirées de la SNEL, on a essayé de calculer, n'est-ce pas, le taux d'accès à l'électricité de la ville de Kinshasa. Donc notre rapport enseigne que le taux d'accès est de 56,4% pour toute la ville de Kinshasa.
Ce diagnostic est aussi l'occasion de scruter les niveaux, la mise en œuvre de politiques d'électrification de la ville, non seulement par l'autorité urbaine, mais aussi par le partenaire technique et financier présent et par les opérateurs privés qui s'intéressent de l'énergie depuis la libéralisation du secteur de l'électricité. C'était une bonne initiative parce que ça nous a donné l'opportunité d'échanger sur les différents problèmes que la population de Kinshasa est confrontée en matière d'électricité. Comme recommandation, en rapport avec tout ce qui a été dit, je crois que tout le monde était d'accord qu'il faut qu'on mette sur pied une politique d'urbanisation de la ville de Kinshasa. Parce que c'est cette politique qui jusqu'à présent n'existait pas pose beaucoup plus de problèmes à nous opérateurs du secteur de l'électricité. Et la deuxième chose aussi qu'on a épinglée, c'est que il faut une bonne planification des actions, parce que on ne doit pas voir sur le problème d'aménagement de la ville de Kinshasa seulement sur le secteur de l'électricité. Parce que quand il y a un accroissement démographique, il y a aussi d'autres problèmes qui naissent avec cela, notamment le problème des activités économiques. Vous savez que le pays est dans cet état que tout le monde connaît. Le pays éprouve tant de difficultés. Avec le peu que l'État disponibilise, nous essayons tant soit peu de faire un effort afin d'être à l'écoute aussi de la population et d'interpeller aussi la SNEL par rapport aussi à ses responsabilités, afin que cette population, avec le peu que la SNEL peut leur offrir comme électricité, que cette électricité soit effective dans leur maison. Il est question de décrire le besoin pour le renforcement de la gouvernance du secteur et l'amélioration de la qualité des données à rendre disponibles, pouvant aider à booster les investissements pour l'accroissement du taux d'accès pour tous à l'énergie dans la ville-province de Kinshasa. Cérémonie clôturée par les travaux en groupe réunissant les représentants de la société civile, le chef des services énergie de 24 communes, les enquêteurs et autres. Place à présent à votre rubrique événements à venir. Quels sont les grands faits qui vont faire l'actualité environnementale dans les jours à venir? Voici vos grands rendez-vous. Du 31 mai au 3 juin 2022, il sera organisé le forum de l'Association technique internationale des bois tropicaux ATBT à Nantes, en France. Du 1er au 3 juin 2022, c'est le Carrefour international du bois CIB à Nantes, toujours en France. Du 26 au 28 juin 2022, il sera organisé le sommet des leaders du G7 2022, le groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde. Du 27 juin au 1er juillet 2022, c'est la conférence de haut niveau des Nations Unies pour soutenir la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 14, deuxième conférence des Nations Unies pour les océans. Du 3 au 9 juin 2022, c'est la 9e session plénière de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la diversité biologique et les services écosystémiques. Du 5 au 8 juillet 2022, il sera organisé la note d'orientation de la 19e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo PFBC à Libreville au Gabon. Du 5 au 17 juillet 2022, c'est le forum politique de haut niveau sur le développement durable 2022. Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, c'en est fini pour RDC Environnement de ces jours. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement. Merci de nous avoir suivis. Merci à Guilhem Mouzembe ainsi qu'à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de ces numéros, qui reviendra bien sûr la semaine prochaine avec le même plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien et à très vite.